évoquer un moment particulier de l'art, des arts extra-occidentaux, à travers donc Alix de Rothschild, donc, qui a participé à l'histoire des collections du Musée de l'Homme à travers la Société des Amis du Musée de l'Homme, dont elle fut présidente à partir de 1963 et jusqu'en 1976. Et donc une attention particulière qu'elle a portée aux arts qu'on appelait à l'époque primitifs, mais qui avaient eu donc différentes appellations au cours du XXe siècle, art nègre, art primitif, et pour finir relativement récemment, on a même parlé d'art premier pour qualifier donc ces arts des continents outre l'Europe. À cette même période s'élabore dans les années 60 donc le Musée des arts d'Afrique et d'Océanie, sur le site même et dans le bâtiment de l'ancien musée des colonies, à l'initiative d'André Malraux, donc un musée qui se définit comme un musée d'art, qui est peut-être d'ailleurs le premier musée d'art extra-européen en Europe à l'époque. Le Musée de l'Homme, qui lui-même a une histoire longue est né des cendres de l'ancien musée de l'ethnographie du Trocadéro, qui avait été fondé en 1878 et qui s'est donc redéfini à la fin des années 30, notamment à la suite de la grande mission ethnographique conduite par Marcel Griaule, dont Michel Léris a laissé le récit. Donc ce musée de l'Homme, qui conserve des collections qui sont plutôt qualifiées d'ailleurs d'ethnographiques, organise à l'initiative et à l'instigation d'Alix de Rothschild, accompagné de Marcel Évrard, qui était un conseiller, ami, libraire, galériste, également grand amateur d'art primitif, plusieurs grandes expositions donc au musée de l'Homme, qui redéfinissent le musée de l'Homme à ce moment-là comme le lieu de réconciliation de l'art et de l'ethnologie. Plusieurs des titres de ces expositions à partir des années 60 donc, contiennent les termes art, chef-d'œuvre, etc. Et par ailleurs, dans ces mêmes années, Michel Léris et Jacqueline Delange, qui sont les responsables du département d'Afrique noire au musée de l'Homme, publient ensemble le premier ouvrage dédié à l'Afrique noire, la création plastique, dans la fameuse collection de l'univers des formes, donc en 1967. Et Alix de Rothschild a fait bénéficier donc le musée de l'Homme de dons, à peu près une centaine de dons qui couvrent des aires géographiques très, très vastes, très diverses. Proche-Orient, Afrique du Nord, beaucoup de bijoux qu'on pourrait qualifier effectivement d'ethniques, Asie et même Amérique, et un nombre en fait très limité d'objets représentant l'Afrique subsaharienne, qui était alors plutôt le focus des collectionneurs. 3 objets de type et de provenance d'ailleurs très différents, qui, dans une surprenante synthèse, une forme de raccourci, parle soit de l'histoire, soit de formes de classicisme dans l'art africain, donc apprécié par les collectionneurs de la première heure dès la première décennie du XXe siècle et tout au long du XXe siècle, soit au contraire d'un goût très atypique et inattendu, pour des formes qui, à cette époque, dans les années 60, puisque ces 3 dons sont arrivés en 1968, ne sont ni bien identifiés, ni même localisés, ni attribués, ni étudiés quant à la fonctionnalité ou au contexte. Donc j'ai choisi justement de vous montrer un masque Mossi qui relève de cette dernière catégorie des objets complètement méconnus qui arrivent sur le marché de l'art dans ces années de décolonisation, et d'une forme d'originalité du goût au moment donc de l'arrivée de typologies absolument peu connues des amateurs qui, encore une fois, collectionnent déjà depuis longtemps et ont commencé à cartographier les styles de l'Afrique. Alors ce masque a été exposé depuis l'ouverture du musée du Quai Branly, qui est le dernier avatar de cette histoire des musées consacrés aux arts extra-occidentaux, donc depuis 10 ans, puisque nous fêtons cette année nos 10 années, dans nos salles permanentes, cédant la place très récemment à une nouvelle présentation.
Alors ce masque, justement, quand il est entré dans les collections du Musée de l'Homme, n'était pas du tout identifié quant à sa provenance, à part le fait qu'il venait du Burkina Faso, donc du pays, d'un pays d'Afrique de l'Ouest, et il n'avait ni son nom d'usage, ni aucune information donc liée à son type, ce qu'il représente, etc. Donc je vous ai quand même mis une petite carte pour ceux qui ne sont pas familiers avec la géographie de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez donc, est-ce qu'il y a un... Ah oui, il y a une flèche. Oui, voilà. Ici, le Burkina Faso, et on est exactement dans cette région qui est le centre de ce grand pays qui était autrefois la Haute-Volta avant l'indépendance. Vous voyez, il y a des formes de masques très très variées dans toute cette région qu'on appelle l'ouest du Burkina Faso. Et là, ce masque-là que je vous montre, finalement, relève de cette catégorie, celui qui est dessiné ici, qui est vraiment à la frontière d'ailleurs entre deux pays. Le pays Mossi qui est ici en vert, qui est très, très important finalement, avec là un style qui est tout à fait méridional dans cet ensemble culturel Mossi. C'est en fait une population qui est très hétérogène, qui a été composée de populations locales qui ont été soumises à partir du XVe siècle, à la fin du XVe siècle, par des conquérants qui sont venus à cheval, probablement à travers le Sahara, puisque là on est vraiment à la frontière du Sahel, et donc créant plusieurs royaumes. On parle des royaumes Mossi, il y a des royaumes très importants dans cet espace, conquérants et conquis d'ailleurs, formant deux ensembles distincts avec des prérogatives distinctes et bien entendu une forme de hiérarchie. Les masques relevant d'un art religieux local qui a été en fait accepté par les conquérants. Ces masques qui ont traversé le temps relèvent en fait des populations donc d'origine, ceux qui se définissent comme les enfants de la terre, les Tengabissi, les autochtones, donc face à ces populations arrivées plus tard. Et les Sunkomse donc sont une congrégation secrète. Là, vous voyez à droite une sortie de masque. On voit que c'est tradition perdurée quasiment jusqu'à aujourd'hui. Même jusqu'à aujourd'hui, on a toujours des manifestations donc, de danse masquée dans les villages, ici un village bois, avec ces masques très spectaculaires qui, pour certains d'entre eux, sont monumentaux, sont des masques plutôt verticaux avec des lames, ce qui les distingue d'ailleurs de celui justement de ce masque Mossi de la collection Alix de Rothschild. Donc, les contextes qui produisent et conservent ces masques sont des congrégations, on peut dire des sociétés secrètes avec un rituel initiatique et qui donc font sortir les masques pour suivre la tradition des ancêtres au moment essentiellement des funérailles de leurs membres. C'est le cas dans tout l'ouest du Burkina Faso. Alors on va peut-être revenir au masque qui nous intéresse. Donc, le Sunkomse est aujourd'hui encore une association qui existe dans ce sud du pays Mossi, mais qui n'a jamais été étudiée, puisque en fait elle est restée extrêmement imperméable au changement et elle refuse encore d'être filmée ou photographiée. Donc on n'a absolument pas de photos de terrain au jour d'aujourd'hui, donc au début du XXIe siècle, de ce type de masque en train de danser. On a très très peu d'éléments descriptifs. On sait qu'il y avait un costume de fibres, comme pour la plupart de ces masques. Donc il y a un aspect qui est assez spectaculaire lorsque le personnage est complet. Mais on peut noter que jusque dans les années 1990, donc c'est-à-dire jusqu'à très très récemment, ces masques étaient très mal connus, en fait souvent attribués à leurs voisins. Donc il n'est pas surprenant que l'enregistrement en 1968 au Musée de l'Homme soit complètement fautif dans sa documentation.
Les plus anciennes archives remontent pour ce qui est de photographie et de dessin au voyage, au périple d'un ethnologue allemand très connu, Léo Frobenius, qui est passé dans cette région en 1907. Mais effectivement, on se rend compte finalement qu'on a encore beaucoup de zones d'ombre et de méconnaissance sur les usages de ces masques. En fait, ces masques ont un aspect, vous le voyez, en tout cas celui-ci, un aspect plutôt mixte, animal, où on voit une forme de bec, une tête assez massive, et puis un élément à l'arrière qui peut être considéré comme ici comme une queue. Donc c'est un mélange en fait, c'est une forme qui convoque plusieurs animaux, ce qui montre effectivement la dimension surnaturelle de ces représentations qui sont en fait des esprits protecteurs des clans qui manifestent au moment donc notamment des rituels de passage des funérailles leur présence. Et on a là ici un esprit de brousse qui est à la fois mi-oiseau et mi-phacochère, avec la massivité de la tête et les chevilles, les clous dressés sur la surface du visage, qui par ailleurs est complètement moderne dans le sens qu'elle est peinte, vous le voyez, avec des motifs géométriques qui font alterner des rectangles ou des formes triangulaires, rouges, qui utilisent des pigments naturels, l'ocre rouge, des baies d'acacia écrasées pour le noir, et puis bien sûr du kaolin pour le blanc, qui en fait n'ont rien effectivement de la représentation d'un pelage animal ou de plumes, mais font référence à tout un système de petites amulettes qui seraient là retranscrites par la peinture sur la surface du masque, qui sont donc des éléments de protection et d'activation aussi, avec des substances magiques qui sont supposées liées donc à ces amulettes. Donc ce masque, vous voyez, est porté horizontalement sur la tête et non verticalement, comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure et qui sont beaucoup plus courants. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, ce masque est tout à fait rare, puisque moi, je n'en connais quasiment qu'un seul autre au monde. Donc, il est absolument intéressant d'avoir cette typologie dans les collections aujourd'hui du musée du Quai Branly. Pour comparaison, voilà, l'autre relève d'une collection privée américaine, celle de Thomas Wheelock. Alors, j'évoquais effectivement cette période des années 60. C'est le moment où les arts africains atteignent une forme d'autonomie sur le marché de l'art, puisqu'on parle vraiment là d'art africain proprement parlé. Donc ils se dissocient des autres arts dits nègres, où on a souvent mélangé l'Océanie et l'Afrique. C'est le moment où de grandes collections aussi se défont sur le marché de l'art, notamment aux États-Unis, avec par exemple la collection d'Helena Rubinstein. Et c'est le moment donc où Alix de Rothschild organise des grandes expositions. Je vais juste en citer une, celle qui a porté le titre de Art méconnu, connu et méconnu d'Afrique noire. On parlait encore d'Afrique noire à l'époque. Il s'agissait de la collection de Paul Tishman, donc un collectionneur, un entrepreneur immobilier de New York, américain, une des plus grandes collections à l'époque, qui est venue d'Amérique, donc au Musée de l'Homme, pour faire découvrir ces arts, pour une partie, encore une fois, méconnue en 1966. Je vous remercie de votre attention.